Aujourd'hui, dans toute une histoire, l'histoire de Virginie, tombée amoureuse d'Aurelio en un clin d'œil. Nos yeux se sont croisés et là, j'ai plus pensé du tout que c'était un prêtre. Car au moment du coup de foudre, en effet, Aurelio était prêtre. Je n'ai pas quitté Dieu pour une femme, mais j'ai quitté Dieu pour une déesse, donc je préfère. Et aussi l'histoire de Chris, victime d'un flash amoureux au moment le plus inattendu. Et puis le jour de votre mariage, vous avez eu un coup de foudre. Oui. Mais pas pour votre mari? Non. Non. Pour le DJ. Pour le DJ? Oui. Ou encore l'histoire de Jérôme, tombé fou amoureux d'une passagère dans un bus. Il m'est arrivé très souvent de laisser passer 4 ou 5 bus parce que je la voyais pas à l'intérieur. D'accord. Et ça me rappelle le lycée. Ouais. Bonjour à tous, bienvenue. Merci de nous recevoir. Bienvenue à tous nos invités, toute une histoire. Je vous propose tout au long de la semaine d'explorer la grande aventure de la vie de couple. 5 émissions pour traiter des moments clés, des moments charnières de la vie à deux. Nous avons du pain sur la planche. Nous allons commencer aujourd'hui avec la magie de la rencontre, notamment ce fameux coup de foudre. Faut-il s'en méfier ou y croire les yeux fermés? Demain, nous passerons à la vitesse supérieure avec les couples qui s'engagent. Mercredi, un intrus fera son apparition puisque nous parlerons de l'arrivée du premier bébé. Jeudi, nous aborderons un sujet qui fâche. Après les années de routine, les femmes ont bien des reproches à faire à leur mari. La réciproque est parfois également vraie. Enfin, vendredi, pour terminer en beauté, je recevrai les couples qui durent et qui nous dévoileront les secrets de leur longévité. Aujourd'hui donc, la magie de la rencontre, c'est toujours incroyable d'imaginer qu'un seul regard, un seul geste, une seule parole suffisent à vous mettre sur orbite. Faut-il prendre ce fameux coup de foudre au sérieux? Le débat est ouvert, je présente nos invités du jour. Ils sont tous bien vivants, après le coup de foudre en tout cas. Voici Aurelio et sa compagne Virginie. Bonjour à tous les deux. Et ma femme. Votre femme. Ouais. Qui peut le plus, peut le moins. Félicitations. Vous avez quitté Dieu pour une déesse. Je vous la présente. Voilà. Ça n'a pas provoqué la colère des dieux? Non, plutôt l'envie peut-être. Plutôt l'envie. Votre coup de foudre réciproque a été tellement radical, même s'il s'est déroulé en 2 temps, on va le voir tout à l'heure, que vous avez décidé, Aurelio, de quitter la prêtrise pour la vie civile. Il faut quand même trouver des choses vraiment profondes pour renoncer à un tel engagement. Il faut trouver l'amour, je crois. Donc, c'est coup d'amour qui viennent te poser des questions et qui viennent te bousculer dans toutes tes conventions, et voilà. Bonjour Chris. Bonjour. Il y a 4 ans maintenant, vous avez épousé l'homme avec qui vous viviez depuis des années, qui était le papa de vos enfants. Et puis le jour de votre mariage, vous avez eu un coup de foudre. Oui. Mais pas pour votre mari? Non. Non. Pour le DJ. Pour le DJ? Oui. Les autres s'en sont aperçus? Non. Non, pas vraiment, non. Vous avez essayé de cacher un peu les choses? Oui. Je vous sens un peu tendu aujourd'hui. Un peu, oui. Vis-à-vis de qui vous vous sentez tendu? De vous? Oh non. Un peu. Vis-à-vis de ceux qui vous regardent? Un petit peu, oui. Ouais, parce que je suis un très mauvais DJ, je vous le dis tout de suite. Comment votre mari a réagi en comprenant par la suite que vous étiez tombée amoureuse ce jour-là de quelqu'un d'autre? Très mal. Vous nous direz comment vous vivez aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes exactement? À vos côtés, Marielle et Tamsir. Bonjour Tamsir. Bonjour Marielle, bienvenue parmi nous. Marielle, il y a 9 ans, donc, vous viviez en France. Vous aviez ce qu'on appelle une vie professionnelle envieuse, un diplôme de Sciences Po, puis un job assez important dans la communication. Un train de vie doré qui ne vous a pas empêché de subir le petit train-train qui s'installe. Alors vous avez décidé de partir en Afrique, voir si l'aventure n'était pas de ce côté-là, du côté du Sénégal précisément. Qu'est-ce qui vous a retenu, puisque vous n'êtes jamais revenu? Eh bien, Tamsir. Le village et Tamsir. Et la plage. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Il y a eu un coup de foudre, comme on le dit aujourd'hui? Oui. D'abord, pour le village, quand je suis arrivée sur la plage, j'ai su que c'était là que je devais rester. Et ensuite, quand j'ai rencontré Tamsir lors des tractations d'achat du terrain que je voulais acheter, je l'ai vu un jour, vraiment. Je l'avais rencontré, mais un jour, je l'ai vraiment vu. Et j'ai su que c'était l'homme avec qui j'allais rester. Tamsir, vous avez eu un coup de foudre pour Marielle? Un coup de foudre à l'africaine. Qu'est-ce que c'est que ça? À l'africaine. Je dis un coup de foudre à l'africaine parce que son physique n'est pas le physique que les Africains attendent des femmes. C'est qu'elle est un peu maigrichonne pour vous? Oui. Oui, maigrichonne. Elle était Plate maigrichonne, devant, vraiment, plate derrière. Oui. Mais ce qu'elle dégageait, cependant, quand j'ai senti qu'elle dégageait quelque chose qui pouvait aller avec ce que j'étais, et là, tout de suite, j'ai lâché. Ça fait combien de temps maintenant? Ça fait bientôt 10 ans qu'on est ensemble. Wow. On va regarder ce premier reportage. Le coup de foudre, ça surprend. Vous avez été surprise? Par le coup de foudre? Oui. Oui.
Non. Oui ou non? Je dirais pas coup de foudre. Enfin, ça s'est tellement fait dans un espèce d'élan, c'était naturel et normal. Enfin, il y a eu ce moment où vous l'avez vu torse nu, quand même, vous avez craqué. Hein, quand même. Torse nu, avec son gris-gris qui faisait saillir son biceps. Ouais. Et oui. Et la suite, c'est une famille, c'est un mariage? Oui. Des enfants? Oui, 3. Et vous vivez toujours dans ce petit village de pêcheurs? Oui. On va voir comment, dans un court instant. Regardons d'abord le coup de foudre, comment il peut nous surprendre, comment il peut surprendre n'importe qui, n'importe quand. Un seul regard, un seul geste, un seul mot, et vous êtes retourné comme une crêpe. Quand je l'ai rencontré, la première fois, il était de dos. J'ai eu une forte attirance pour lui, mais c'est surtout quand il s'est retourné que j'ai vu son visage. Alors là... J'ai rencontré un homme qui m'a fait un effet absolument incroyable. Un regard, un sourire. Il fallait que je sache qui c'était. Je promenais mon chien, et puis j'ai vu Catherine du haut de son balcon. Au moment où je l'ai vue, j'ai eu l'impression que c'était la bonne. Le coup de foudre, c'est d'abord un rêve énorme, souvent lié à l'idéal de la rencontre. L'idée qu'il y a quelqu'un qui nous attend, un seul, qui nous correspond. J'ai vécu le coup de foudre. C'est vraiment ce que j'ai vécu, c'est la rencontre de deux personnes qui ne se sont jamais vues et qui savent qu'elles sont faites l'une pour l'autre. D'un seul coup, c'était terrible. Comme si tout se dérobait en fait au fond de moi. Je sentais des choses qui sont assez inexplicables, mais je savais que ce serait le père de mes enfants. Ça a été la rencontre de ma vie. Un coup de foudre, c'est une superbe expérience. Il faut la vivre. La vivre dans l'instant, c'est des vibrations, c'est une expérience émotionnelle. Mais ça ne veut pas dire grand-chose sur la durabilité de l'expérience à deux que l'on va vivre. Il y avait une chimie entre nous, en tout cas une chimie des peaux qui s'entendaient bien aussi. Et ça a duré 3 mois sans réflexion finalement. 3 jolis mois. On ne sait jamais si c'est vrai, enfin jamais, presque jamais, si c'est vraiment la bonne personne. Il n'y a pas qu'une personne qui nous correspond, c'est qu'il y en a plein, pas des millions. On sait bien que c'est pas le destin comme ça qui décide. Ça serait simple, ça serait reposant. C'est lui qui décide, on n'a rien à faire, on attend. On attend l'illumination, la rencontre avec le flash. Alors, il y a 8 ans, j'ai été sélectionné pour un jeu télévisé. Top aux États-Unis. Quel homme politique est chargé de seconder, éventuellement de remplacer le président d'exercice? Nous avons joué l'un contre l'autre. Elle m'a lamentablement battu. C'est quelque part le destin qui nous a mis ensemble sur ce plateau de télévision. Bon, score à 0 tous les deux. Jean-Denis, s'il vous plaît. On est dans le jeu, Monique aussi 0-0, attention, question. Après, eh bien, elle est rentrée de son côté, dans sa province. Moi, je suis rentré de mon côté dans ma banlieue parisienne. Je sais pas trop pourquoi, mais je pensais à elle sans arrêt. Il y a des personnes qui sont plus sensibles au coup de foudre. Parce que de toute façon, pour vivre un coup de foudre, il faut s'être mis en disposition de le vivre. Et si on n'est pas prêt, si on ne se prépare pas soi-même, on ne va pas le vivre vraiment. Je l'ai trouvé très très beau, mais vraiment d'une beauté exceptionnelle. Hein. C'était quelque chose que même moi j'arrivais pas à comprendre, donc ça me dépassait vraiment. Une semaine après, environ, on emménageait ensemble. Ça s'est fait naturellement. Moi j'ai ressenti quelque chose en rencontrant Hélène de divin, une quiétude qui s'est installée immédiatement et où il n'y avait pas de questions à se poser. C'était une évidence. Hein. Ce jour-là, il y avait un petit ange avec ses petites ailes et son arc au-dessus du plateau de télévision, et puis qu'il a décidé d'envoyer une flèche vers nous pour que ce soit la bonne, pour que ce soit la dernière. Quand vous êtes parti en Afrique, Marielle, c'était sur un coup de tête, c'était comme ça à l'intuition, ou c'était sur un projet solide déjà?
Non, c'était un projet qui a priori était solide, c'est-à-dire que j'avais envisagé de faire quelque chose sur place, un bar-restaurant, enfin ça n'avait rien de très original, mais c'est un pays touristique. Mais une chose était sûre, c'est que je voulais changer d'existence. Je ne voulais pas continuer à vivre ce que je vivais en France. Et puis quand je suis arrivée sur ce village, sur la plage de ce village, vraiment je me suis dit, je vais pas faire. Enfin, j'ai ressenti que ça ne serait pas ça que je ferais du tout, et que j'allais prendre un peu de temps pour profiter de la vie. Et puis il se trouve que Tamsir est rentré dans le circuit très rapidement, et voilà. Alors, en fait, vous avez eu un coup de foudre pour le lieu, d'abord, vous nous disiez, pour le village, ensuite pour un terrain au bord de mer que vous avez voulu acquérir. Voilà. Vous êtes donc renseigné auprès du propriétaire, qui était donc le papa de Tamsir. Donc vous avez d'abord rencontré indirectement, c'est-à-dire que vous l'avez aidé pendant les tractations. Son père ne parlait pas très bien le français, donc il traduisait, mais je ne l'avais pas du tout remarqué, enfin pas remarqué, je voyais bien qu'il était dans la pièce, mais il m'avait pas, mon regard n'avait pas du tout été attiré, quoi. Jusqu'à ce moment où il arrive donc torse nu avec son gris-gris? Non, je suis arrivée. D'accord. Non, mais le lieu, ça pourrait faire un film. C'était un petit fenestron. Ces pièces de concession sont assez pauvres. Hein, c'est fait en terre. Bon, bref. Et il était juste en face de ce fenestron, la lumière du soleil couchant, et il tenait une théière à la main. Il était torse nu, le gris-gris, effectivement. Et il était surtout là. C'était ensorcelé. Voilà, il était parfaitement là, quoi. Je ne sais pas comment dire autrement. Il habitait le lieu, la vie? Oui. Et puis il était dans toute sa force d'homme, quoi. Ouais. J'ai vu pour la première fois un homme. Pourtant, vous étiez en pleine force de l'âge, vous aviez 35 ans, vous aviez une jolie vie, enfin telle qu'on l'imagine, matériellement en tout cas, avec une maison, une piscine, enfin un bon boulot, un conjoint également. Oui, depuis plusieurs années. Ah oui. Qu'on aurait pu m'envier, enfin qu'on m'enviait. Oui. D'accord. Enfin, on enviait ma vie d'une certaine façon. Les gens l'ont compris, je parle de votre entourage. Non. Ils ont pensé que j'étais folle et que je reviendrais de toute façon, ou que ça serait juste une passade. Et puis non. Comment elle est venue? Comment elle s'est tournée vers vous? Comment elle vous a fait comprendre que vous lui plaisiez? Je ne sais pas exactement ce qui l'a trop attiré, mais déjà elle a dégagé quelque chose qui allait bien avec ce que j'étais en train de vivre. Parce que moi, ça faisait 9 ans que j'avais quitté l'armée. J'ai fait 11 ans de service militaire, après j'ai quitté l'armée. 9 ans, je suis resté au village pour essayer de comprendre un tout petit peu qui j'étais. On part en fouillant un peu dans le passé de mes parents, dans mon passé aussi. Et elle m'a trouvé dans cet état. Je savais qui j'étais maintenant et je ne voulais plus partir de chez moi. Ouais, vous étiez tous les deux à la croisée des chemins, donc là, il y a vraiment une bonne coïncidence, en tout cas un bon timing, quoi. Oui. Vous en étiez où de votre vie amoureuse, vous, de votre côté? J'avais déjà 3 enfants. Avec une femme? Avec 2. 2 femmes? Oui, parce que j'avais fait un enfant avec une première femme que je voulais épouser. Et mes parents n'étaient pas d'accord. Oh. Oui, parce que je vis dans une société castée. Il y a toujours ces problèmes de caste. Et ensuite, femme numéro 2, alors? Je me suis entêté, je me suis rebellé contre la volonté des parents. Et voilà, j'ai fait un enfant. Un deuxième, mon père m'a dit, tu peux en faire 10 ans, mais le mariage, pas question. Bon, alors je lâche. Bon, je retourne au village, je trouve une fille du village. Ah non, celle-là aussi, pas question. Je dis, ah bon? Pourquoi? Rebolote, un 3e enfant. Et mon père me dit, ah non, tu peux en faire 10, pareil. Hein. Et pourquoi elle était de votre village, celle-ci donc, Mais on n'était pas de la même ethnie. D'accord. Vous n'allez pas me dire que Marielle est de la même ethnie que vous, quand même? C'est différent. C'est différent. Parce que quand je me suis rebellé 2 fois, je crois que mon père, il avait compris que lui, quoi qu'on en dise, il ne changera pas. Il risque de continuer. Et puis il a été presque le témoin de votre rencontre? Exactement. Oui. Presque l'entremetteur? Mais je pense qu'il a senti que j'étais sincère, en fait. Parce qu'une toubab comme ça, enfin une Française qui débarque... Oui, il y a pas mal d'érotisme dans l'air, normalement. Non, mais je veux dire, il y a beaucoup de femmes qui vont au Sénégal pour rencontrer des amoureux. Bien sûr, tout à fait, et vice-versa. Mais je pense qu'ils se sont rendus compte que ce n'était pas le cas. Et puis, il se trouve que je suis tombée enceinte très vite, 15 jours après notre rencontre. 15 jours après? Ouais, alors qu'on m'avait dit que je ne serais jamais enceinte. Et... Vous n'êtes pas protégée dans vos premiers rapports amoureux? Et en plus? Oui. Ah oui, donc c'est la vie qui déborde, là. Oui. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire face à tout ça? Tout m'avait conduit vers lui, et puis cet enfant qui nous est donné, et tout de suite qu'il a accueilli. Il ne m'a pas dit, ah ben non, écoute, tout de suite, il a dit, j'aime cet enfant, et voilà. Vous pensez que c'est du destin, vous? Oui. Vous ne croyez pas à la chance ou au hasard, non. ou des choses comme celle-là?
Le hasard n'existe pas. Elle vous a plu ce jour-là, ce soir-là, physiquement, ou c'était au-delà de ça? Physiquement, non. D'accord. Non. C'était au-delà de ça. Cette sincérité vous honore? Non, non, c'était au-delà de ça. Parce que physiquement, elle pas mal. Elle n'est pas du goût des Africains. Ah, d'accord. Physiquement, ça je vous dis. Mais ce qu'elle dégageait intérieurement, c'est ça qui m'intéressait. C'est ça qui allait avec ce que j'étais. Je l'ai dit au début, c'est ça qui allait avec ce que j'étais. Et vous ressentiez de l'amour au fond de vous? Oui. Je demandais à Violaine ce que Violaine en pense. Elle est psychothérapeute et spécialiste du couple. Où est-ce que vous êtes, Violaine? Bonjour. Marielle explique qu'elle a eu un coup de foudre pour Tamsir. Est-ce qu'il s'agit véritablement d'un coup de foudre? Parce que ce n'est pas à la première rencontre, il s'agit de la 5e ou la 6e fois que vous l'avez vu en fait. Je crois qu'il faut savoir que le coup de foudre peut tomber sur n'importe qui à n'importe quel moment. Et c'est d'abord quelque chose d'individuel. Ensuite, on va le partager avec l'autre. Et là, j'allais dire, tant mieux si c'est réciproque. C'est pas toujours réciproque. C'est pas toujours le cas, hélas. Mais c'est quelque chose comme être hypnotisé. Et on est pris par ça, foudroyé, et plus rien ne compte, et c'est l'obsession, et on y repense. Et en même temps, je crois que ça donne lieu à un changement de vie. Il y a avant le coup de foudre et après. Et la vie n'est plus la même. J'aime bien voir l'approche de Lucie Vincent. Bonjour Lucie. Bonjour. Qui est neurobiologiste et qui a publié Petits arrangements avec l'amour et qui a une approche du sentiment amoureux beaucoup plus physiologique que les psys. En tout cas, vous pensez qu'il y a eu une chimie qui s'est opérée entre deux? Mais vous voyez, je pense que c'est le cas le plus flagrant que j'ai jamais vu d'un couple d'intellectuels purs. Ah bon? Oui, parce que je pense justement que la biologie n'a pas joué pleinement dans cette rencontre. Je pense que ces deux-là se sont rencontrés sur un niveau intellectuel, parce qu'on a entendu parler de beaucoup d'environnement culturel concernant les castes, la vie de village. La biologie n'y était pas, parce que vous cherchiez, Tamsir, des signes biologiques de rondeur de sein et de fesses qui n'étaient pas du tout présents. Enfin, pas du tout, excusez-moi. Pareil. On a compris. Je lui plairais pas non plus. Donc, les signes biologiques qui sont captés toujours inconsciemment et qui amènent cette réaction très forte et incontrôlable dans le coup de foudre n'étaient pas présents. Donc, pourtant, il y a eu une attirance physique quand même à un moment ou à un autre quand cet homme est arrivé torse nu. Mais naturellement, mais il y a une attirance physique plus douce, plus graduelle qui est arrivée et qui risque de durer dans le temps plus longtemps, justement. Vous n'avez jamais douté de l'amour de l'autre? Ni l'un ni l'autre, vous auriez peut-être eu des raisons d'en douter, que l'un ou l'autre agisse par intérêt, quel que soit son intérêt. Moi j'ai douté à un moment, comme il est africain, il y a des mariages blancs, ça existe, hein, passeport pour l'Europe, j'épouse une blanche et puis ou un blanc et puis je peux rentrer en France. Donc à un moment j'ai eu des doutes, je surveillais, je regardais, je comptais, voir s'il ne prenait pas de l'argent, enfin des trucs, enfin j'étais sordide. Hein, puis lui, ça va passer. Dans sa tête, c'est on va la laisser faire. Puis bon, quand elle sera calmée, il a été d'une patience et d'une tolérance quand j'étais comme ça. C'était une enfant gâtée. Ah bon? Oui. Et alors les enfants gâtés, comment on les élève? On les élève en les laissant faire ce qu'ils veulent. Ah bon? Oui. Qu'ils fassent eux-mêmes leurs bêtises et qu'ils se rendent compte eux-mêmes. Ah ouais. Vous avez douté de son amour à un moment, en vous disant que c'était simplement de l'attirance physique ou quelque chose comme ça? Non, je n'ai pas douté un seul instant. C'est de la sagesse, c'est lié à votre religion? Non, c'est lié à ma personne. À votre personne, d'accord. Vous êtes un philosophe? Non, je ne philosophe pas. Non, parce que je crois que chaque individu peut dire je suis comme ça. Et moi, j'ai dit c'est lié à la personne que je suis. De quoi vous vivez aujourd'hui? Alors, de la pêche, que Tamsir pratique, des massages. Quand la pêche est bonne, ça va bien. Quand la pêche est moins bonne, c'est plus dur? Les massages que je pratique, puisque ouais. je pratique le massage énergétique chinois, dans la petite pièce qui est là, qu'on voit passer. D'accord. Et puis... si on n'a rien à manger, on va chez le voisin. On va chez le voisin qui nous nourrit, ça c'est sans problème. Et puis donc, ce lieu d'accueil que l'on a créé sur la terre des ancêtres. Oui, enfin bon, ça manque pas de charme non plus quand même. Hein, ah bah c'est la mer, hein, c'est sûr. Ah ouais, c'est l'océan là. C'est fatigant au bout d'un moment. Ah bah oui, j'imagine. Le sac et le ressac, etc. C'est pour ça que nous allons donc sur la terre des ancêtres de Tamsir, à 1 kilomètre dans la campagne. C'est là où nous avons fait notre lieu. Voilà. Lucie, comment expliquer que Marielle, qui se croyait stérile, se retrouve enceinte malgré la protection?
en 15 jours seulement. Ben, comme quoi les hormones, ça sert, hein, et le bonheur, hein, ça fabrique des hormones aussi, hein, il faut le savoir. Hein. Ah oui? Oui, on me dit toujours, ah oui, avec vos hormones, vous nous gâchez les histoires d'amour, hein, mais quand même, elles créent tout ce qu'il faut. C'est essentiel, mais je pense que Marielle, effectivement, elle s'est trouvée dans un environnement qui lui plaisait, c'est évident, elle nous l'a bien raconté. Donc, rien que ça fait fabriquer de l'ocytocine. Et vous savez bien que je suis fan de l'ocytocine. Oui, c'est vrai. Expliquez-nous exactement comment fonctionne cette hormone. Alors, cette hormone est libérée dans tous les cas où on est détendu. C'est l'anti-adrénaline, c'est tout l'opposé. C'est-à-dire, au lieu d'être prêt à l'attaque et la défense, on est dans la détente. Et vous qui êtes masseuse, vous faites libérer de l'ocytocine. Il faut le savoir chez vos clients aussi. Et l'ocytocine est aussi l'hormone de l'amour. Et quand il y a un coup de foudre, ou même quand on tombe amoureux sans coup de foudre, c'est parce que on est en train de libérer de l'ocytocine dans une situation où on capte des messages venant de l'autre qui sont mis en rapport avec notre centre de plaisir. Et à partir de ce moment-là, non seulement on tombe amoureux, mais tout ce qui est le fonctionnement paisible du corps, c'est-à-dire la guérison des blessures qu'on a pu amasser, la digestion, le stockage et puis la fabrique des enfants est favorisée. Donc on met son corps en situation de vivre la belle vie, quoi. Comment s'est passé l'accouchement, le premier? Il s'est passé à Popenguine, au dispensaire du village, sur une table, comme toutes les femmes africaines. Avec la péridurale, j'imagine, évidemment? Non, bien sûr que non. Mais ce n'était pas un problème. C'est un bon souvenir? Ben, c'est le plus beau moment de ma vie, la naissance de notre premier enfant. Biologiquement, vous pensez qu'on peut avoir une personne qui est prédisposée pour soi? Une ou plusieurs? Honnêtement, je vais vous décevoir, non, je ne crois pas. Pensez pas? Non, je pense que c'est une question de situation, c'est-à-dire on tombe au bon moment, à un moment propice de sa vie, dans un environnement propice, et il se trouve en face quelqu'un qui fait l'affaire. Ouais. Voilà. Et pourquoi ça tient ou ça ne tient pas ensuite? Parce qu'il y a la prise de contact qui est une première chose, d'accord? Ouais. Puis ensuite, il faut continuer. Hein. Oui, alors ça, c'est tuez-les tous et Dieu choisira les siens. C'est-à-dire la nature, elle fait de telle sorte qu'il y a un maximum de couples qui se forment pour la survie de l'espèce. Alors après, que le couple dure ou pas, mais franchement, la nature n'en a rien à faire. Donc ça, c'est une question de culture après. Donc la nature fait son boulot pour que l'espèce continue. Voilà. Et ensuite, c'est la civilisation qui doit prendre le relais. On verra ça donc au bout de 3 ans, puisque Lucie, avec son approche scientifique, est persuadée que l'amour ne dure que 3 ans. Parce qu'en fait, c'est passionnel. L'amour passionnel, s'il vous plaît. Ouais, après, on peut fabriquer autre chose, de moins intuitif, moins... L'amour amitié, l'intimité, l'amour intelligent, si vous voulez. L'amour civilisé? Exactement. Oui. En fait, c'était 3 ans à l'époque, parce que 3 ans, c'est l'âge qu'il faut pour qu'un enfant puisse se débrouiller tout seul. Mais c'est ça, dans toutes les espèces... Maintenant, on le lâche à l'école, mais avant, il partait tout seul à la chasse. Toutes les espèces où le petit est extrêmement vulnérable, eh bien, ces espèces-là, le couple reste ensemble le temps nécessaire pour que le petit devienne autonome. Qu'est-ce que vous en pensez, Nadine, vous qui êtes en couple avec un ami de 30 ans, après avoir perdu votre mari? Que vous évoque l'aventure de Marielle et de Tamsir? Je pense surtout que Marielle était très mal dans sa peau et dans sa vie. Elle avait besoin de changement, donc elle est partie. Elle s'est échappée de la vie qui ne lui convenait pas. Mais le coup de foudre, non, je n'y crois pas du tout. Là, il n'y a pas eu de coup de foudre. Pour vous, il y a eu préméditation simplement... Pardon? Il y a eu préméditation pour vous? Moi, je pense qu'il y a eu surtout... le point d'ancrage qui s'est trouvé être justement ce dont elle avait besoin. Et bon, il fallait un compagnon dans cette image. Et bon, à son dévolu, s'est porté sur un homme qui lui plaisait. Normal, logique. Mais je pense surtout que c'était une fuite pour changer totalement de vie. Alors c'est vrai que Marielle a changé complètement de vie. Est-ce que Tamsir, vous avez changé un peu de votre vie quotidienne pour vivre avec Marielle? Sur certains plans, oui. Parce que j'essaie de m'adapter à un certain comportement à l'occidental. Par exemple? Hein? Manger à table avec une fourchette, ça c'est pas africain. Et à essayer de m'habiller à l'occidental, soi-disant, bon, cette chemise va avec ce pantalon, avec cette chaussure et tout ça. Mais ça vous plaît, ça, ou pas? Oh,
Ça vous plaît pas? Ah non, non, non. Mais ça, vous le faites qu'en France ou vous le faites au Sénégal aussi? Vous le faites au Sénégal aussi? Au Sénégal, c'est elle qui me pousse à le faire. Ah bon? Ah, mais si ça dépendait que vous de le prenez moi... pas comme il est, alors vous... Non, je ne pousse pas à le faire. Ah, non, si, moi si, je si. le préfère habillé. Attends. Je m'habille. Pour sortir le mode de Tamsir, tu sais bien que ça ne va pas avec ça. Quand tu es habillé à l'occidental. Voilà. Mais si moi je le trouve tellement plus beau en africain, et je lui dis de s'habiller en africain. Moi, le je plus souvent préfère m'habiller en possible, parce qu'il africain. est Mais là, tellement je ne peux plus pas. beau. Avec le froid qu'il fait. Là, il fait un peu trop froid. Alors, est-ce que c'est plus facile ou pas de tomber amoureux à l'autre bout du monde? C'est une question, mais en tout cas, il n'est pas tellement plus difficile de tomber amoureux juste en bas de chez soi. On va le voir avec ce reportage. On pourrait croire que les choses sont plus simples, mais pas forcément. Ça peut arriver sur le travail, dans un restaurant, dans le métro, dans le tramway ou pourquoi pas dans le bus. Quand on prend son billet, moi je regarde toujours le numéro du wagon et le numéro du siège. Et je dis avec qui, à côté de qui je vais être assise. Only you have the magic technique. When we sway, I grow weak. À plusieurs reprises, en fait, il s'est retourné dans ma direction et il m'a regardé. Et moi, du coup, j'étais intimidée. Je regardais par la fenêtre, ou mes pieds, ou mon voisin. Je crois à 2 reprises. Et après, je me suis dit, c'est idiot, la prochaine fois qu'il me regarde, en fait, il faut que je soutienne son regard. Je me suis mise après à le détailler. Il avait des mocassins sans chaussettes et ça lui allait bien. Comme Delphine et Cécile, 77% des Français auraient déjà été séduits par un inconnu dans les transports en commun. Libération, bonjour. Alors c'était quand? Pour donner un petit coup de pouce au destin, des annonces spécialisées ont vu le jour. Si vous avez craqué pour un inconnu dans un avion, un bus ou un train, vous pouvez tenter de le retrouver sur des sites comme nosretrouvailles.com, dis-le-lui.com ou encore dans les pages du journal Libération à la rubrique Transport amoureux. On peut redire l'annonce? Les annonces transport amoureux entre nous représentent 30% des annonces globales de particuliers, ce qui représente environ entre 5 et 10 annonces par jour. Il y a 2 typologies de gens. Il y a les gens à qui c'est arrivé dans les 5 minutes qui nous appellent directement, parfois qui passent même dans les locaux, qui sont complètement affolés, qui disent « je viens de croiser cette personne, il faut absolument que je la contacte, comment faire? Est-ce que je peux passer une annonce » et qu'ils le font. Et puis il y a les gens qui mûrissent beaucoup plus la réflexion, qui parfois envoient leur annonce au bout d'1 mois, voire au bout de 10 ans, c'est arrivé. Je t'ai croisé il y a 10 ans à l'UCPA, rappelle-moi, parce que j'avais quelque chose à te dire à l'époque. Les gens restent des grands enfants, quoi. Ils ont l'impression de pouvoir vivre quelque chose d'exceptionnel en lisant des annonces, donc ils se disent pourquoi pas moi, et puis quand ils croisent quelqu'un, le premier réflexe c'est de dire bah écoutez, on va tenter, quoi. Tout à coup, un inconnu vous offre des fleurs. J'ai rencontré Marion il y a environ 3 mois, tout simplement dans les transports en commun, dans un RER. Elle s'est assise devant moi et j'ai tout de suite flashé sur elle. On s'est regardé pendant, disons, quelques minutes, 2-3 minutes, pas plus, le temps d'1 ou 2 stations de RER. Mais en descendant, je me suis dit, ça m'embête réellement de partir en sachant que je lui plais, qu'elle me plaît énormément. Et puis j'ai eu l'idée du site Dis-le-lui. Donc je me suis dépêché de sortir mon portable et puis j'ai écrit très rapidement sur mon téléphone le nom du site. J'ai collé le portable avec le nom du site marqué dessus contre la vitre en fait. Elle a fermé les yeux. Dans un premier temps, je me suis demandé pourquoi et puis plus tard, j'ai appris que c'était tout simplement pour essayer de retenir le site. Aujourd'hui, Marion, je l'aime et je pense qu'il n'y a rien d'autre qui compte autour de ça. Je vois pas Daniel. Du tout. Ah, vous êtes là. Elle est pas là, Marion. Elle est pas là, Marion, aujourd'hui? Vous avez un micro avec vous? Pardon. Non, elle travaille. Et comment ça se passe? Très bien. Ça fait 2 mois et demi qu'on est ensemble maintenant et tout se passe très bien. Vous y croyez? Bien sûr. Vous pensez que c'est du solide? Je sais pas, l'avenir nous le dira. Vous avez déjà eu des coups de foudre auparavant? Non, jamais. Non. Comment ça s'est passé pour vous, Jérôme, votre rencontre? Dans le bus aussi? C'était dans un bus aussi. Ouais. J'avais une activité de salarié, donc je prenais le bus quasiment tous les jours à la même heure, comme pas mal de monde.
Et puis un jour, je sais pas, je sentais... Je précise, c'est la ligne 31 à Paris. Ligne 31. C'était important. Entre 3 stations, hein, avant que je prenne le métro, ma correspondance. Et en fait, un jour, j'ai senti un regard sur moi. Vous savez, on sent des fois quand quelqu'un nous regarde de façon très, très fixement. Et puis j'ai détourné la tête et je l'ai vue. Et en fait, juste au moment où je détournais la tête, elle a baissé la tête. Parce que c'est souvent comme ça aussi. Souvent comme ça. Et je sais pas, elle m'a tout de suite plu. Je saurais pas vous dire pourquoi. Vous l'avez pas interpellé ce jour-là? Alors, je ne l'ai pas interpellé ce jour-là. Ni même le jour d'après, si j'ai bien compris? Ni même le jour d'après, ni même un mois après, ni même 2 mois après. Et pourtant, vous l'aviez revu? On se revoyait quasiment tous les jours. Sur la ligne 31? Sur la ligne 31. Il m'est arrivé très souvent de laisser passer 4 ou 5 bus parce que je ne la voyais pas à l'intérieur. D'accord. Ça me rappelle le lycée. Ouais. Voilà, bon. Et voilà. Vous avez fait comme Daniel, finalement? En fait, un matin où on était que dans le même bus, encore une fois, on est descendu du bus, tous les deux à la même station, et là je me suis dit, il faut y aller, quoi. On ne sait jamais, ça peut s'arrêter à tout moment. Peut-être qu'un jour, elle prendra plus ce bus parce qu'elle travaille dans un autre endroit, puis ça sera terminé. Donc je l'ai bousculée en sortant du bus. Voilà. Limite à la faire tomber en sortant. Ah bah oui, pour pouvoir la ramasser ensuite. En tout cas, bon, elle n'est pas totalement tombée par terre, mais en tout cas, bon, c'était un moyen de rentrer en contact avec elle. Ah oui, spécial. Voilà. Et j'ai commencé à lui expliquer voilà, toute notre histoire. Et en fait, on s'est raconté ce qui s'était passé pendant ces 3 mois. Et elle m'expliquait ce qu'elle faisait. Enfin, elle était constamment sur son téléphone. Et en fait, elle envoyait des textos à sa copine. On dirait il est là, il est là. Il est là, encore une fois, aujourd'hui. Je vous coupe, mesdames et messieurs. La suite de cette histoire dans un court instant, juste après ce message de la rédaction qui vous concerne peut-être. Vous refusez de confier votre bébé à qui que ce soit. Vous avez installé une caméra pour surveiller les faits et gestes de votre nourrice. Vous avez une nourrice à domicile 24 heures sur 24 parce que vous la trouvez plus compétente pour s'occuper de votre enfant. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0 820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Prochainement, dans toute une histoire, l'histoire de Yannick et Mathilde. L'arrivée de triplés dans une vie jusqu'ici plutôt insouciante a complètement bouleversé leur relation. Là, je pense même pas avoir mis ma vie de couple en parallèle, c'est que je voulais que ma vie de couple, elle passe par la vie de parents aussi. On a profité de notre jeunesse, maintenant c'est plus une autre vie qui démarre, quoi. Et aussi l'histoire de Virginie. Victime d'une grave dépression postpartum, elle a dû être internée 15 jours après la naissance de son fils. On est passé par des moments mais super durs, ça c'est clair, parce que moi j'ai eu des crises d'hallucination un peu totalement démentes. Je parlais à la télé. Vous parliez à la télé? Oui, je parlais à Jean-Pierre Foucault. Jean-Pierre Foucault, alors, oui, sympathique, oui. Sympathique. Ou encore l'histoire d'Amandine et Cyril. À la naissance de leur fils, Amandine n'a pas trouvé son mari à la hauteur. J'arrivais pas à comprendre pourquoi est-ce que c'était tant dur pour lui de savoir quoi faire. Il se laissait porter, il laissait suivre. Il suivait. Donc résumé des épisodes précédents, donc Jérôme se retrouve enfin à entrer en contact avec cette jeune femme dont il est éperdument amoureux, parce que vous aviez le sentiment d'être follement amoureux depuis quelques mois. J'avais le sentiment, oui, je me disais que ça pouvait être elle, ça pouvait être la femme de ma vie, oui, très clairement. Alors vous avez pris ce verre ensemble, vous êtes expliqué... Alors on est d'abord allé prendre un verre ensemble et puis on a commencé à discuter, on se racontait voilà, tout ce qu'on avait fait pendant ces 3 mois, quel stratagème on avait inventé pour être sûr de se retrouver. Elle m'expliquait ce qu'elle était en train de taper comme message, elle m'a même montré les messages qu'elle envoyait à sa copine. Voilà, moi je lui ai expliqué que j'avais pas lu une page de mon livre pendant 3 mois dans le bus. C'est sympa. Et puis de fil en aiguille, en fait, on a passé une super soirée. Voilà, on est allé prendre un verre, ensuite on est allé dans un restaurant. La soirée s'est prolongée et puis en fait de fil en aiguille, il n'y a pas eu de sentiment amoureux. Voilà, je sais pas comment expliquer, mais on a passé un très très bon moment ensemble et on est devenus tout simplement amis. C'est quoi la morale de l'histoire? C'est que quand il y a une attirance mutuelle comme ça, il faut surtout pas briser le charme? La morale de l'histoire, c'est qu'une rencontre, ça peut déboucher sur n'importe quoi. Et ça peut déboucher sur une relation amoureuse, intense, passionnelle, ça peut déboucher sur une relation amoureuse à vie, sur de très belles amitiés, ça peut déboucher sur des rencontres professionnelles. Voilà, pour moi, c'est la vraie morale de l'histoire. C'est de l'amitié, sans arrière-pensée? Sans arrière-pensée. Même pas de votre côté? Non, parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai une amie dont je suis très amoureux. Et il n'y a aucune arrière-pensée, ni de son côté.
L'histoire de Chris est pas mal aussi. Vous avez donc 2 enfants. Vous êtes avec cet homme. Vous vous sentez amoureuse de cet homme, du père de vos enfants? Ah, pardon? Vous vous sentiez amoureuse du père de vos enfants? Non. Aujourd'hui, non, je sais que j'étais vraiment pas amoureuse de lui, quoi. Avec le recul, mais à l'époque? Non plus. Ah, d'accord. Non, non, franchement. Donc on peut faire des enfants avec quelqu'un sans être amoureuse? Bah oui, la preuve. Hein. Oui. On peut vouloir se marier sans être amoureuse. Pourquoi vous vouliez vous marier? En fait, je pensais au début que c'était l'homme qu'il me fallait, avec qui j'allais faire ma vie. Et puis 2 enfants, c'est pas rien. Hein. Oui, c'est sûr, oui. Et puis en fin de compte, je me suis aperçue que je m'étais trompée quand on a voulu préparer notre mariage, que j'ai pris le téléphone et que j'ai entendu la voix de Victor. Ouais. Donc vous cherchiez un DJ pour votre soirée. Donc vous en avez casté quelques-uns par téléphone, si on trouvait celui qui vous convenait le mieux. Et qu'est-ce qui s'est passé au contact téléphonique avec celui-là? Il s'est passé quelque chose avec la voix. C'est difficile à expliquer parce que ça m'a fait comme un petit coup d'électricité. Sa voix était... je peux pas. Quoi, chaude, sensuelle, elle vous a touché? Oui. Oui. Non, mais... Ça devait être bizarre, vous deviez être un moment de votre vie où vous posiez plein de questions. Même aujourd'hui, vous repassez le film, ça chamboule. C'était il y a 4 ans pourtant. Hein? Oui, mais pour moi, c'est toujours aussi fort et c'est toujours... Wow, c'est bien. Je l'aime et je regrette rien du tout. Et si c'était à refaire, je recommencerais. Et... Ouais. Quand vous l'avez rencontré, vous n'avez pas été déçu? Pas du tout. Non, pas du tout. Le physique correspondait à la voix? Non, je me l'étais imaginé différent, mais... Ça, vous l'aviez imaginé comment et en fait, comment était-il? Plus jeune, plus... À l'époque, vous aviez quel âge? Il y a 4 ans. Vous avez quel âge? Je vais vous faire le calcul si vous voulez. 25. 25, c'est une jeune femme, 21 ans. Oui. Et lui, avec quel âge? 23 de moins. 23 de plus? Oui. Ah oui. D'accord. Ça fait quand même une petite différence d'âge, effectivement. Ça ne vous a pas freiné du tout? Non. Pourquoi vous vous êtes mariée quand même? Pas avec le DJ, hein, avec Oui. Je pense qu'aussi ma famille m'a beaucoup mis de pression. Et bon, moi j'ai craqué pour Victor, mais lui au départ il n'était pas trop pour faire une relation. Donc c'est un petit peu... S'il m'avait dit oui avant, je pense que je ne me serais pas mariée, même c'est sûr. Malheureusement, bon, je me suis mariée et c'est après qu'on est sortis ensemble. La soirée du mariage, vous étiez tournée vers qui? Vers lui. En fait, je ne me suis pas du tout intéressée aux gens qui étaient invités. Ni même à votre mari? Non, on me l'a beaucoup reproché d'ailleurs. Votre famille? Oui, mais c'était plus fort que moi. De toute façon, j'étais bien qu'avec lui et je voulais passer ce jour-là avec lui aussi. C'est vrai que ça fait bizarre la mariée qui passe le mariage derrière les platines. Oui, mais... Et ensuite, après le mariage, vous avez commencé à bâtir une relation avec Victor. Vis-à-vis de vos enfants, vous avez réussi à expliquer les choses? Avec mes enfants, disons qu'en fait, je mélange pas tout, quoi. Ma vie avec Victor est un peu particulière. On a fait un choix, mais qui nous plaît à tous les deux. On vit notre histoire, mais je veux dire, on est très... Indépendant? Oui. Vous vous voyez combien de fois par semaine? On se voit 3-4 fois. Bon, si c'est les vacances, je l'ai un peu plus avec moi parce que voilà, mes enfants partent chez leur père. Mais en général, on se voit 3-4 fois par... Ça vous convient? Oui. C'est dans une relation presque d'amant, quoi, en fait. Oui. C'est ça? Oui. Et retrouver, en fait, une espèce de flamme amoureuse ou érotique que vous n'avez pas connue auparavant? Voilà, exactement. C'est un coup de foudre? Oui. Réciproque? Non, parce qu'en fin de compte, lui, il est venu avant tout pour le travail. Quand je l'ai contacté, je cherchais quelqu'un pour animer notre mariage. Donc, bon, il n'était pas venu pour ça. Et puis, avec le temps... C'est de l'amour? Il vous dit qu'il vous aime? Oui, il me le dit, oui. Il vous le dit, ouais.
Oui. Il arrive que le coup de foudre ne soit pas réciproque? Bien sûr, et c'est la majorité des cas. Ah oui. Ceci dit, il faut savoir que tous les livres, tous les films nous parlent de ce moment magique, extraordinaire, unique pour chaque couple où le coup de foudre est réciproque. Mais ce que l'on vient d'entendre parmi les invités, c'est que bien souvent, c'est une personne qui est victime du coup de foudre et ensuite l'autre suit. C'est-à-dire qu'il y en a un qui initie et ça continue. Mais c'est assez difficile de trouver deux personnes qui ont un coup de foudre réciproque en même temps. Chris dit qu'elle a trouvé l'amour avec Victor, Nadine. Pour vous, c'est une relation, d'après votre expérience, qui peut se bâtir solidement? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que pour moi, le coup de foudre, déjà, comme disait Madame, c'est à sens unique la plupart du temps. Ouais. Donc, de toute façon, il y a toujours celui qui subit, entre guillemets, le coup de foudre, qui souffre un jour ou l'autre et qui va pleurer. Là, je pense plus à un château de cartes. Elle a construit sa vie, elle a préparé sa vie pendant des années, pendant plusieurs années. Elle a conçu des enfants. Elle était prête à épouser le père de ses enfants. On va dire... Elle l'a épousé, hein. Donc, voilà, elle l'a même épousé. Donc, ce coup de foudre, je vais dire entre guillemets, c'était plutôt que vous vous êtes rendu compte que vous faisiez une sacrée erreur et c'est là que votre inconscient a agi effectivement pour vous tourner ailleurs. Vous en pensez de tout ça, Christine? Je suis d'accord avec vous par rapport au c'est vrai que ça a été un petit peu ma porte de sortie quand je me suis mariée. Parce que je me rendais compte que je faisais une erreur. Le problème, c'est que je suis rentrée dans cet engrenage et je me suis fait avoir et je ne savais pas comment partir. Maintenant, je l'ai rencontré. Avant de l'avoir au téléphone, j'avais rencontré d'autres personnes. J'ai eu d'autres personnes au téléphone et je n'avais pas craqué pour qui que ce soit. Donc moi, je sais que j'ai eu le coup de foudre pour lui. Et ça a commencé par le téléphone. Ouais, et puis j'ai voulu le voir. Et ça a confirmé. Et ça fait 4 ans que ça dure. Ça fait 4 ans que ça dure et je suis super heureuse et j'espère bien que ça va continuer très longtemps. C'est pas plutôt le fait d'avoir déjà entendu cette voix beaucoup plus mature, beaucoup plus mûre, qui vous a déjà rassuré et attiré ensuite vers lui? Bon, c'est possible, hein, mais est-ce que c'est vrai pour autant? Vous ne pensez pas? Moi, il me semble que le coup de foudre, ça vous tombe dessus. C'est pas quelque chose, c'est irréfléchi, irraisonnable, et ça conduit effectivement parfois à des comportements qu'on pourrait qualifier de fous. Mais je crois que ça existe, et l'important, c'est aussi, est-ce qu'il vaut mieux oser prendre le risque de vivre ce coup de foudre qui peut se transformer ensuite en très belle histoire d'amour, ou alors se dire, un coup de foudre, c'est dangereux, je ne fais rien, et je ne vis rien non plus. Ah. Là, vous êtes écouté, vous, Aurélio, en tout cas. Vous l'avez écouté, votre coup de foudre. Vous avez été jusqu'à remettre en cause un engagement devant Dieu, qui est un engagement pour toute la durée de la vie terrestre, normalement, enfin, qui est comparable à l'engagement devant un prêtre quand on se marie. Hein, quand on devient prêtre, c'est un engagement pour la vie, normalement. Quand vous l'avez vu, le coup de foudre a été suffisamment fort pour que tout de suite vous imaginiez prendre la porte de sortie? Je crois qu'il a été fort, mais on s'est interdit de le dire. Parce que, étant donné nos vies, on pensait que les coups de foudre, c'est passionnel, c'est charnel, c'est violent. Donc, du coup, on s'est interdit de les poser, de les dire. Parce que vous ne pouviez pas le vivre? Vous n'aviez pas le droit de le vivre? Peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense qu'on s'est interdit. Moi, en tout cas, je l'ai vécu comme ça. J'ai rien imaginé. Il était prêtre. Il vous plaisait? Non. Non. Il y a eu un coup de foudre, quand même, dans votre cas? Bien plus tard, alors? Oui, un retardement, je pense. Ouais. Ouais. Mais je crois l'avoir aperçu chez lui avant de l'avoir aperçu chez moi. Ah bon? Ouais. Vous l'avez vu dans son comportement, ça vous faisait peur qu'un homme d'église tombe amoureux de vous? Non, parce qu'en fait, ça correspondait à un moment de ma vie où j'étais portée sur la spiritualité. Je cherchais effectivement qui j'étais, où j'allais, etc. Donc... pour moi, je prenais un peu ça comme un signe. Je me disais, oh, c'est chouette. On peut discuter. On a des terrains pour partager des valeurs. C'est quelqu'un qui a beaucoup de vertus. Donc ça, je restais sur ce domaine-là. Mais on l'a eu quand même une année plus tard, les coups de foudre. Oui. La passion, voilà. La première rencontre, côté chimique, la voix, les yeux, le corps. La voix, peut-être. Pour la reprise de contact. Évidemment. Ouais. Au téléphone aussi. Comme je suis kiné, il s'était cassé le bras. Exprès, j'imagine. Un coup de marteau.
On se voyait plus depuis 8 mois parce qu'on s'était connus dans un lieu où on dansait ensemble, donc je le côtoyais comme ça. Et au téléphone, il m'appelle, il me laisse un message sur mon répondeur pour un rendez-vous. Moi, j'entends que c'était lui. Je dis oh non, moi, je veux pas mélanger ma vie professionnelle, ma vie privée. Donc je vais le rappeler pour lui dire non. Donc je prends mon téléphone et j'ai jamais pu lui dire non. Je commençais à 8h30 le matin. Il avait rendez-vous le lendemain matin à 8h. Je sais pas comment il a fait. En 20 minutes de temps, il m'a. 20 minutes au téléphone? Ah ouais. Il m'a parlé, le latino, vous voyez. Le charme latin. Oui, non, mais il a eu des choses déjà une année avant, donc on avait déjà vécu. Alors je des propose choses. qu'on revienne là-dessus, mais qu'on regarde d'abord le reportage, parce que je pense qu'il nous explique en tout cas en bonne partie comment s'est déroulé votre coup de foudre et la suite de votre histoire, puisque l'histoire continue. Hein. Ouais. Je pense que c'est plutôt un coup de foudre, plutôt à retardement en fait. Parce que moi je pense que j'ai eu le coup de foudre au moment où on s'est embrassés. Parce que je me souviens très bien que... Parce qu'il embrasse bien. Ce n'était pourtant pas aussi simple que ça. Aurelio était prêtre depuis 4 ans et avait fait vœu de fidélité à Dieu pour le restant de sa vie. Il était loin de penser qu'un jour, il aurait un coup de foudre pour une femme. C'est par le biais d'une association colombienne dont il est membre qu'il rencontrera Virginie, venue apprendre à danser la salsa. La première fois que j'ai vu, j'ai trouvé mignonne, charmante. Elle dansait bien aussi, donc ça me plaisait. Elle m'a pas laissé indifférent, oui, tout à fait. Je ne suis pas resté indifférent face à sa personne. Non, non, pas du tout. Ils ne se croisent plus pendant 8 mois. Aurelio est occupé par ses paroissiens et Virginie va qu'à son métier de kiné. Ce n'est qu'après s'être cassé le bras qu'il ose la rappeler pour lui demander ses services. Il m'a téléphoné pour que je lui fasse sa rééducation, donc j'ai accepté. On s'est revus professionnellement du coup. Mais un soir, on a décidé d'aller dîner ensemble. Et puis en fait, c'est au moment où la soirée bien avancée, on s'est rapprochés et on s'est embrassés. Des fois, il y a des sentiments qui nous prennent et qui nous font oublier tout. Je n'ai pas quitté Dieu pour une femme, mais j'ai quitté Dieu pour une déesse, donc je préfère. Cette histoire d'amour hors du commun a bouleversé leur entourage, comme Claudine et Elian, qu'Aurelio avait mariés avant de rencontrer Virginie. Bah écoute, ça a été vraiment une nouvelle... Une grosse surprise quoi. Surprise, on n'aurait jamais imaginé. Ça vous a étonné dans le sens positif ou négatif? Non, non, positif, positif. Entre vous et nous, moi, on relativise l'amour, c'est beau. C'est une histoire qui est allée très vite, parce qu'on s'est pris par la profondeur. Donc ça nous a embarqués dans une vitesse extraordinaire, mais on ne le regrette pas. 2 ans après leur rencontre, Aurelio et Virginie décident de se marier. N'étant pas autorisés à recevoir le sacrement de l'Église, ils se marient civilement. J'imaginais pas du tout qu'Aurelio allait quitter la prêtrise. Donc pour moi, c'était un peu une histoire impossible finalement. J'avais ce lien profond, mais en même temps, ma raison disait, mais il est prêtre, et je voulais pas vivre une double vie, donc me cacher, etc. Donc je lui ai dit tout de suite. Pour moi, une double vie, pour moi, pareil, ça n'avait pas de sens, donc autant vivre les choses pleinement. Aujourd'hui, Aurelio et Virginie ont 2 jumeaux de 4 ans. Ensemble, ils mènent une vie heureuse, bien loin des appréhensions du passé. J'ai l'impression qu'il était -5, hein, parce que le jour où il vous a appelé pour cette fameuse rééducation, vous étiez prête à... Ah, ça aurait pu être non. Disons que notre rencontre, c'était la rencontre des 2 destinées, si on peut dire. Depuis la première soirée qu'on s'est rencontrés, je me rappelle, on a dansé et je lui ai mordu l'oreille comme ça. Vous avez mordu l'oreille? Oui. Mais gentiment, gentiment parce que Mais vous draguiez souvent les filles en tant que prêtre ou... Non, pas souvent. Les mignonnes seulement. Ah, les mignonnes seulement. Non, mais vous étiez infidèle, enfin, je veux dire... Non, pas du tout. J'étais humain avant tout, donc je ne restais pas indifférent face à la beauté. Puis, voilà. Donc du coup, parce que j'ai découvert chez elle une destinée qui rejoignait quelque part la mienne aussi. On cherchait la même chose en même temps. Donc pourquoi pas donner suite à... Mais on est beaucoup à chercher la même chose au même moment, à savoir une vie heureuse à 2. Mais on se prend pas comme il faut peut-être. Ah bon. Donc vous avez procédé à ce premier massage de rééducation. Vous avez dîné ensemble quand par rapport à ce rendez-vous? Au bout d'1 mois et demi. Au bout d'1 mois et demi? Oui.
Premier dîner, puis deuxième dîner, Ouais. là, cette fois-ci dans la paroisse. Ouais. Et c'est vous qui- Carrément. C'est vous qui avez pris l'initiative et qui avez... Premier dîner, oui, puisque je sentais chez lui effectivement à chaque séance enfin pas une pression, mais il me disait tu aimes bien te promener dans la nature, moi j'aime bien y aller. Bon, et puis moi je disais rien, mais bon dans ma tête je me disais mais il cherche quelque chose celui-là, c'est pas possible. Et puis bon au bout d'un moment je lui ai dit bon bah, je vais lui lâcher un dîner et puis mais je lui dirais qu'à 11h il rentre chez lui parce que moi je me couche tôt etc. C'est ce qu'on a fait. Il est arrivé, je lui ai dit. Vous l'avez invité chez vous? Je l'ai invité chez moi. Et à 11h, il y a une petite bougie qui s'est éteinte et elle a dit bon ben il est 11h, je m'en vais. Il est parti, on était contents, on était contents tous les deux. Et en refermant la porte, vous êtes sentie amoureuse? Non. Non, vraiment pas. Et pourtant, vous avez dîné à nouveau Je lui ai même une dit semaine plus n'oublie tard. pas ton rendez-vous de lundi, etc. Ouais. Donc le lundi, on s'est revus et c'est là qu'il m'a dit bon ben cette fois c'est mon tour, je t'invite. Bon, bah, d'accord. Et bon, mais où? À la paroisse. Ah bon, bah d'accord, etc. Bon, bah, j'avais pas de voiture, donc il est venu me chercher en moto, hop. Et puis là, bah, effectivement, un petit dîner. Là, ça a pris déjà une autre tournure, quoi. Le prêtre en moto qui mord l'oreille quand même. Hein. Et puis petit à petit, le repas se termine. Tu veux écouter de la musique? Ben oui. Bah viens, on va à côté, hop, on s'assoit sur un canapé, etc. Et donc, on était plus proches. Et là, bah, je sais pas ce qui s'est passé, quoi. On s'est regardé et je crois que je lui ai dit tiens, je vois pas tes yeux, etc. Donc il a enlevé ses lunettes. Et je sais pas, un truc, mais c'était bateau, quoi. Hein, et pour qu'on se rapproche quelque part, et puis on s'est embrassés. Il m'a dit, je ne vois pas encore, hein, donc tu peux te rapprocher. Donc, voilà. Je me suis rapproché, et là, voilà. Ça fait combien de temps que ça dure maintenant? 4 ans, 4 ans et demi. 5 ans. 5 ans. Au bout de combien de temps vous êtes retrouvée enceinte? Je ne sais plus. Ouf, très C'était rapidement, très en vite. fait. Oui. Comme pour vous. Comme pour au bout Marielle. de 5-6 mois. Ouais. Des jumeaux. On dit que le coup de foudre est éphémère. Comment ça se fait que ça marche pour vous, que ça marche pour vous, que ça marche aussi pour vous, Chris? Moi, je pense que le coup de foudre, il est basé sur une véritable confiance en l'autre. Il n'y a pas de doute, aucun. Il n'y a pas de remise en question de quoi que ce soit en permanence. On sait qu'on est sur un chemin, qu'on va au bout ensemble. Quand je l'ai vu, c'était une certitude absolue. Et pour vous? Nous, c'était plutôt la dimension jumellaire. Pour nous, c'était la rencontre de deux âmes qui avaient quelque chose à vivre, et qui avaient une destinée à suivre. Et ça se prolonge par nos enfants, donc des jumeaux aussi. Donc oui, une approche presque raisonnée, enfin, qui se dit que vous regardez dans la même direction. Mais charnelle à la même Mais charnelle quand même, ça je compte sur vous, bien sûr. Oui, oui, charnel, je confirme. C'est ce qu'a exprimé aussi Tamsir avec des mots un peu plus intellectuels et un peu moins charnels que d'autres. Donc le véritable enjeu qui se cache derrière le coup de foudre, c'est comment convertir la passion brûlante des débuts en amour durable. Ça, c'est la grande question. Certains se sont brûlés les ailes et c'est précisément la question que nous poserons demain avec nos invités pour cette grande semaine avant la Saint-Valentin où on se pose plein de questions sur l'amour. Donc ils ont décidé de se lancer dans une grande aventure qui est s'installer à deux, se marier, construire un petit nid. C'est une décision qu'on ne prend pas à la légère. Sinon, gare aux dégâts. Vous verrez ça donc demain à partir de 14h. Merci d'avoir été avec nous. Merci à nos invités. À demain.